Madame, Monsieur, bonsoir. Suède, Finlande à l'OTAN et Mali hors du G5 Sahel. C'est le menu de questions d'actu ce soir. C'est imminent. Deux pays nordiques jusqu'à-là connus pour leur position historiquement neutre sont sur le point de déposer leur candidature à l'adhésion à l'Alliance Atlantique. Ces deux annonces ont suscité plusieurs réactions. D'abord, de la Russie. Pour le président Vladimir Poutine, ces adhésions ne constitueraient pas une menace immédiate, mais il estime toutefois que le déploiement d'infrastructures militaires sur les territoires de ces deux pays entraînera bien sûr une réponse. Autre réaction, celle de la Turquie, membre influent de l'OTAN. Eh bien, celui sera difficile d'accepter sans contrepartie compte tenu du soutien des pays nordiques à ce qu'appelle le président Erdogan des organisations terroristes. Entendez le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, et les unités de protection du peuple, branche armée du Parti de l'Union démocratique kurde en Syrie. Au sein même de la Suède, par exemple, avec l'invasion russe de l'Ukraine, l'opinion publique est en faveur d'une adhésion à l'OTAN. Et même cette opinion publique a montré plus d'intérêt à cette adhésion. Rappelons que le Parti social-démocrate au pouvoir pourrait même décider d'abandonner sa ligne historique anti-adhésion. Les dessous et les implications de ces adhésions à l'OTAN, nous en discuterons donc dans cette émission. Nous allons aussi analyser les implications du retrait malien du G5 Sahel. Motif avancé, le refus qui lui est opposé d'assurer la présidence de cette organisation régionale, formée, rappelons-le, avec la Mauritanie, le Tchad, le Burkina et le Niger. Par ailleurs, le pouvoir en place à Bamako affirme avoir mis en échec un coup d'État dans la nuit du 11 au 12 mai, tenté par des militaires soutenus plutôt, je cite, par un État occidental. C'était le communiqué officiel. Pour répondre à nos questions ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir le général François Chauvency par Skype. Bonsoir, général Chauvency. Bonsoir, madame. Je rappelle que vous êtes consultant et enseignant en géopolitique à Paris. Merci de vous joindre à nous dans Questions d'actu. Et j'ai également le plaisir d'accueillir sur le plateau Si Hassan Alaoui. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle également que vous êtes directeur et cofondateur de l'hebdomadaire Maroc Diplomatique. Bienvenue encore une fois sur ce plateau. Et par Skype, mon confrère et consultant en médias, Aziz Saïdi. Bonsoir et bienvenue à vous également. Bonsoir Khadija, bonsoir à tous vos téléspectatrices et téléspectateurs. Alors si on commençait d'abord par planter le décor et planter le décor historique, comment ces deux pays, comment on peut parler aujourd'hui d'un réel bouleversement, d'un changement radical de position de la Finlande et de la Suède, Hassan Alaoui? Eh bien, je me permets de dire que c'est pour plusieurs raisons, entre autres le fait que quand la guerre a commencé le 23 février dernier, il y avait une vision, je voudrais dire une vision limitée, que le président Poutine a laissé entrevoir, entre parenthèses, à savoir tout simplement l'occupation de l'Ukraine, pardonnez-moi l'expression, le nettoyage de l'Ukraine des nazis, et en même temps l'installation d'un pouvoir dévoué au Kremlin. Et donc, toute la presse internationale, les pouvoirs, les États, les gouvernements et tous se sont un petit peu focalisés sur cette mesure, je veux dire, cette façon de voir annoncée par Poutine. Mais en fait, au fur et à mesure, si vous voulez, de la marche ou de l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes, n'est-ce pas, la donne changeait pratiquement tous les jours. Et donc, on entrevoyait un conflit très lointain et dans l'espace et dans le temps. Et en même temps, on voyait aussi Poutine réagir à quelque chose qui était en train de s'organiser en face, qui est un petit peu, on va en parler, qui est la riposte de l'OTAN, dirigée entre autres ou surtout par les États-Unis. Aujourd'hui, cette donne a changé complètement parce que tout simplement, il y a eu deux ou trois facteurs, dont le premier, très important, c'est la stabilisation, je veux dire, la résistance déployée par les Ukrainiens qui a fait stopper l'offensive, donc qui donne à réfléchir au président russe. Est-ce que c'est selon vous pour cela que un pays comme la Suède, qui depuis déjà 2 siècles est neutre, la Finlande, pareil, c'est ce qui a fait changer de positionnement de ces deux pays nordiques?
Non, aujourd'hui, la précipitation, c'est tout simplement encore une deuxième guerre, une guerre dans la guerre qui va devenir la guerre de la Finlande et de la Suède, au cœur de la guerre de l'Ukraine. C'est que tout simplement ces deux États neutres, forcément depuis les accords après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont observé, se sont appliqués, se sont imposés une neutralité, c'est-à-dire un non-alignement aussi bien sur la Russie soviétique que sur les États-Unis. Et cette neutralité, aujourd'hui, elle a été rompue tout simplement par le fait de la guerre de l'Ukraine. Et donc, les deux pays, évidemment, historiquement, sont des pays neutres. Et la neutralité, la finlandisation, comme on disait, aujourd'hui, trouve son terme par le discours nouveau, inédit, donc, de Poutine, c'est une menace feutrée, même si elle n'est pas directe. Il ne veut pas, absolument pas, que sur les 1300 kilomètres de frontières qu'il a avec la Finlande, qu'il puisse y avoir justement les forces de l'OTAN, n'est-ce pas? Comme il a toujours refusé l'entrée de l'OTAN en Ukraine, il va donc faire un cas de force majeure dans cette histoire de l'adhésion éventuelle des deux pays, c'est-à-dire des deux pays de la Baltique, au sein de l'OTAN. Et c'est un petit peu ça ça rend déjà l'équilibre. Mais c'est aussi une autre géopolitique qui se dessine dans la guerre de l'Ukraine, une géopolitique, bien sûr, de Poutine, qui fait que, à la rupture, si vous voulez, de la neutralité ou du neutralisme finlando-suédois, il va y avoir encore une espèce de remontée en puissance, si vous voulez, des tensions et de menaces. Général Chauvency, la Finlande est quand même un partenaire, un pays partenaire de l'OTAN. Ses forces armées sont déjà en grande partie intégrées à l'Alliance. Que change finalement une adhésion en bonne et due forme à l'OTAN pour la Finlande, qui est aussi tout aussi neutre, comme l'expliquait à juste titre Hassan Alaoui? Oui, alors dans un premier temps, quand même, ces forces ne sont pas intégrées dans l'OTAN. Elles contribuent à des exercices en commun, ce qui est un peu différent. Voilà. Donc elles ne sont pas intégrées. Ça ne les empêche pas d'envoyer des observateurs régulièrement dans les différents groupes de travail qu'on a au sein de l'OTAN. Donc dans le cadre de la défense européenne, l'OTAN et l'Union européenne étant complémentaires, ces États européens qui font partie de l'Union européenne participent à des exercices en commun. Pour en revenir à ces États, il est certain que ça fait plusieurs années qu'ils sont, pas agressés, mais la Russie envoie régulièrement des avions, des sous-marins, fait des pressions sur ces deux pays pour leur montrer que justement ils ne seraient pas très importants et que la Russie peut faire ce qu'elle veut dans cette région. C'est une réalité. Or, ce qui s'est passé avec cette guerre de l'Ukraine, c'est que malgré les dénégations de Poutine disant il y a plusieurs mois jamais il n'agresserait l'Ukraine, il a agressé l'Ukraine. Alors quand aujourd'hui Vladimir Poutine dit qu'il n'agressera jamais la Finlande, on peut quand même douter de sa parole puisqu'il a montré que le mensonge était quand même une de ses armes favorites. Et pour en revenir plus particulièrement d'abord à la Suède face aux incursions russes dans ses zones territoriales notamment, a relancé le service militaire depuis 4-5 ans, alors qu'il l'avait abandonné. Ensuite, sur la Finlande, c'est vrai que la Finlande était neutre en raison de l'histoire, mais il faut quand même se rappeler qu'en 1939, quand elle a été agressée par l'Union soviétique, à l'époque, cela a coûté plus de 120 000 morts aux soviétiques pour 28 000 morts chez les Finlandais, petit pays qui a su résister pendant 3 mois à l'Union soviétique. Donc il y a un contentieux historique ancien, mais qui montre aussi que, effectivement, Vladimir Poutine devrait s'inquiéter devant cette Finlande qui rejoint l'OTAN, mais elle a montré dans le passé qu'elle était capable de se défendre avec les moyens qu'elle avait. Et puis je terminerai sur un autre point. Certes, la Finlande n'appartient pas à l'OTAN à la date d'aujourd'hui, mais il y a plusieurs milliers de soldats britanniques qui ont été déployés depuis plusieurs semaines pour contribuer à sa sécurité face à la Russie. Très bien. Aziz Saïdi, peut-être une réaction par rapport à cette organisation qu'est l'OTAN, qu'on croyait affaiblie, qui commence, grâce ou à cause de cette guerre en Ukraine, commence à se renforcer sur la scène internationale. Oui, tout à fait. L'annonce de ces demandes d'adhésion, c'est un bouleversement géopolitique majeur dans la région. Maintenant, en tant que tel, une demande d'adhésion prend plusieurs étapes.
Pour pouvoir bénéficier de l'article 5, qui est celui qui définit en fait à chaque fois qu'un membre de l'OTAN est agressé, c'est comme si tous les membres de l'OTAN étaient agressés, donc notamment les États-Unis, première puissance militaire mondiale. Ça ne s'appliquera pas du jour au lendemain pour la Finlande ou la Suède, même si on parle maintenant de mesures transitoires pour leur permettre de bénéficier d'une protection. Mais en tout cas, c'est un revers indéniable pour la Russie, pour le Kremlin, qui justement a déclenché son opération en Ukraine, son invasion de l'Ukraine, pour pouvoir stopper l'avancée de l'OTAN vers l'Est, et qui finalement se retrouve donc avec non seulement une Ukraine qui tient le coup, qui arrive quand même. Enfin, il n'y a pas eu en tout cas la victoire éclatante et rapide que les Russes promettaient, mais se retrouve donc avec des pays de la mer Baltique qui est dans le giron de l'OTAN. Ça voudrait dire que l'OTAN aurait une maîtrise certaine de la mer Baltique, puisque tous les autres pays, notamment l'Estonie, la Lettonie, font partie aussi de l'OTAN. Donc, il ne resterait plus pratiquement que Saint-Pétersbourg et l'enclave de Kaliningrad. Donc, c'est un changement majeur pour la région. Et puis, il ne faut pas oublier que la Finlande partage plus de 1300 kilomètres de... C'est un changement majeur pour ces deux pays. C'est un changement majeur pour ces deux pays, Hassan Alaoui. C'est un changement majeur aussi, vous l'avez évoqué tout à l'heure, pour le rôle des États-Unis en Europe. Tout à fait. C'est un changement radical parce que, tout simplement, bien sûr, Macron disait que de l'OTAN que c'était un corps malade, pratiquement l'expression, c'est comment il l'a appelé déjà. Macron a dit une phrase qui a été marquante il y a quelques mois. Et aujourd'hui, on assiste évidemment à une relance, je veux dire, de l'OTAN, qui évidemment, la guerre favorisant les choses dans le sens un petit peu de ce qui s'annonce comme recul de l'URSS, eh ben, écoutez, l'OTAN opère un retour spectaculaire. Donc, c'est l'OTAN ou c'est les États-Unis? C'est l'OTAN, évidemment, mais l'OTAN sans les États-Unis, ce n'est rien, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est 30 pays. Mais maintenant, si on rajoute la Finlande et la Suède, ce sera 32 pays quand même. 32 pays. Et le matériel, le matos, ce sont bien sûr les Européens, mais pas grand-chose par rapport à ce que fournissent les Américains. Et donc, un petit peu l'opportunité pour les États-Unis de refaire un petit peu leur... Donc le fait, vous avez cité tout à l'heure Macron, je voulais juste vérifier ce qu'il avait annoncé mot pour mot. Il a dit que l'OTAN était en état de mort cérébrale. De mort cérébrale, oui. Donc c'était aussi un peu... pour motiver un peu les troupes, hein, puisqu'on parle en langage militaire. On va un petit peu métaphoriser les choses, oui. Mais la mort cérébrale, c'est encore pire que la mort, je veux dire, militaire et oui. physique. Oui. C'est très important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'OTAN revient avec évidemment deux adhérents nouveaux, si jamais ils réussissent à y entrer, mais d'après ce que l'a dit le général, je pense que le président russe n'y voit pas, je veux dire, d'inconvénient majeur. Il dit peut-être oui, il rentre, c'est possible, etc., à condition qu'il ne mette pas un petit peu, si vous voulez, qu'il se mette pas l'infrastructure militaire oui, encore de nouveau à ses portes, oui, parce que c'est le spectre de l'humiliation de 91 qui revient encore chez Poutine. Et bien c'est ça, c'est la menace, j'allais dire, frontalière et circulaire un petit peu. Et c'est pour ça que l'enjeu, je disais tout à l'heure, il y a une guerre dans la guerre. Poutine est en train de gagner la guerre. Je ne sais pas comment l'exprimer, dans le Donbass, évidemment, et dans le sud-est, n'est-ce pas? Et il laisse pratiquement, non pas qu'il abandonne, mais il laisse pratiquement l'OTAN, évidemment, et les forces occidentales s'emparer, et même les forces ukrainiennes s'emparer du nord, etc. Il abandonne Kharkiv, il abandonne la capitale et tout. Mais je crois que, comme dit Clausewitz, dans les négociations d'après-guerre, c'est toujours la notion de territoire qui compte. Et Poutine est là, on est en plein Clausewitz, c'est-à-dire il va négocier, si j'ai tenté qu'on puisse croire qu'il va négocier, il va négocier un petit peu sa part de gâteau, c'est-à-dire conserver la région du Sud et la mer Noire et la ville
comment dire, Mariupol et tout ça, et il va certainement laisser l'autre partie aux Occidentaux et donc à l'Ukraine. Et nous y allons. C'est un petit peu la configuration qui pourrait éventuellement se dessiner dans quelques semaines ou dans quelques mois. Très bien. Si, toutefois, il y a unanimité au sein des membres de l'OTAN, avant de parler de la Turquie, général Chevancy, pardon, selon Henri Guénaud, l'ancien ministre français, eh bien, conseiller ancien conseiller du président Nicolas Sarkozy, la France devrait tout simplement mettre son veto à ces deux adhésions. Alors, je n'ai pas lu cette déclaration d'un ancien conseiller qui n'a plus aucun poids politique réel dans la société française, mais qui s'exprime beaucoup, comme beaucoup d'autres chez nous, hein, disons-le clairement. Il y a un moment où il faut être raisonnable. Alors, il est certain qu'il y a une tendance très gaulliste en France contre l'OTAN, c'est une réalité, mais qui n'est pas si forte que cela. D'ailleurs, les partis chez nous qui défendent la sortie de l'OTAN sont des partis extrêmes, il ne faut pas l'oublier, mais que la majorité, je dirais, des partis de gouvernement sont beaucoup plus raisonnables dans leur approche stratégique, simplement, non pas parce qu'on suit les États-Unis, mais simplement qu'il faut faire preuve de pragmatisme et que la défense de l'Union européenne aujourd'hui est difficile à organiser et il n'y a que l'OTAN, en principe, et dans les faits, qui est capable d'assurer cette protection. Donc, je pense qu'au contraire, pour ma part, la Finlande et la Suède, c'est une très bonne chose qu'ils rejoignent l'OTAN. Il crée un ensemble géographique uniforme et un avantage secondaire qu'on ne voit pas encore aujourd'hui et sur lesquels les experts ne discutent pas encore, c'est que petit à petit, on a une certaine superposition entre les États de l'Union européenne d'une part et les États européens de l'OTAN, ce qui semble à peu près cohérent. Alors bien sûr, on pourra toujours dire que les États-Unis, c'est un peu la question que vous posez, les États-Unis remettent les pieds en Europe, mais nous ne faisons pas d'illusions, ce n'est pas eux qui font la guerre en Ukraine. Ils n'ont que 60 à 70 indirectement, millions. Si, un peu quand même, général Chauvency. Non, mais, ils ne font pas la guerre. Oui, en effet, physiquement. Je suis très clair. Mais le plus gros de l'aide vient des États-Unis. Je suis très clair dans mes propos. Ils ne font pas la guerre. Ils envoient des équipements pour que les autres fassent le combat. Oui, parce qu'ils ne peuvent pas, à cause de cet article 5. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Les États-Unis pourraient parfaitement intervenir militairement en tant qu'État. En revanche, pour revenir sur l'OTAN, qui est le sujet, l'OTAN, vous avez un article 5 qui dit que si un État membre de l'OTAN est agressé, tous les autres États membres doivent lui apporter assistance militaire. Tout à fait. Pour faire simple. Ce n'est pas tout à fait le cas actuellement. Par contre, tous les équipements qui sont envoyés, ce sont des décisions d'État à titre individuel vers l'Ukraine. Ce n'est pas une décision de l'OTAN en tant que telle, puisque l'OTAN ne peut rien donner. Loin de moi cette idée, générale. Juste pour qu'il n'y ait pas d'amalgame, ce que je disais, c'est que effectivement, les États-Unis, indirectement, ne font pas effectivement la guerre, mais aident quand même de manière assez conséquente l'Ukraine, avec toutes les armes qui sont envoyées. Au même titre que la France, au même titre que l'Allemagne, au même titre que la Pologne, mais ce sont des arrangements bilatéraux et on n'est pas dans le cadre de l'OTAN. Non, certainement pas. Et n'oubliez pas, attention, il y a un terme que vous n'avez pas utilisé et qui est dans les esprits, c'est la notion de co-belligérance. C'est-à-dire, sans faire la guerre sur le terrain, on fournit des armements et à quel moment sommes-nous réellement impliqués dans le conflit? Mais là, on est un petit peu dans l'apparence, mais je suis d'accord avec vous, sur la réalité. Nos équipements et les équipements des États membres de l'OTAN en particulier approvisionnent la résistance ukrainienne face à la Russie. Voilà, donc ça c'est une réalité. Très bien. Mais voilà, bon, je vais rester là, je vais vous laisser poser la question suivante. Ça sera la même question aussi, mais sur un autre pays, la Turquie, Aziz Saïdi. La position de la Turquie, est-ce que c'est un argument pour négocier? C'est un argument de négociation avant de donner son feu vert à l'adhésion de la Finlande et la Suède à l'OTAN, notamment par rapport aux positions de ces deux pays face à ces groupes considérés comme terroristes par le pouvoir turc? Tout à fait. En géopolitique, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Et Erdogan et la Turquie plus généralement voient dans cette demande d'adhésion une occasion de régler un différend qu'elle a avec ces deux pays.
En fait, la Turquie avait demandé l'extradition de pas mal d'activistes, plus d'une trentaine d'activistes à la Finlande et à la Suède, pour les extrader en Turquie, chose qui a été refusée. Donc elle utilise cette demande, elle profite de cette occasion, de cette fenêtre de tir pour pouvoir essayer d'influer sur la position de ces deux pays et pouvoir justement en tirer un bénéfice politique. Un bénéfice politique, mais sur le terrain, comment ça peut se concrétiser, Hassan Alaoui? Il y a évidemment ce que c'est Aziz a dit, ce qui est vrai, parce que le pouvoir turc veut absolument revendiquer, il revendique déjà le retour des opposants politiques qu'il considère comme des terroristes. Mais évidemment, il ne fait pas la part des choses parce que ce sont deux pays, bien sûr, démocratiques qui connaissent donc, j'allais dire, un cycle d'élections, des urnes et une vie politique assez qui correspond exactement au canon, si vous voulez, de la démocratie occidentale. Et donc, il ne peut pas, comme ça, d'un claquement de main, réclamer le retour ou le renvoi d'opposants. Mais il y a aussi l'autre chose, c'est qu'il y a la Grèce qui est en face. Et le conflit avec la Grèce et la Turquie, c'est connu. Donc, à un moment donné, il a estimé que l'OTAN ou l'Europe penchait du côté de la Grèce. C'est normal. La Grèce fait partie de l'Union européenne, fait partie aussi de l'Europe. Sur le conflit sur Chypre. Sur Chypre et tout et tout. Et donc, tout ça, c'est un petit peu des... j'allais dire, il ressort un petit peu des vieux conflits sur la base d'animosité très immédiate et avec la Turquie, avec la Grèce, les voisins, et en même temps, il tente sa chance, sans compter, il faut quand même le rappeler, c'est le président turc qui a proposé ses bons offices aux négociations entre l'Ukraine et la Russie. Et donc, évidemment, des négociations entre guillemets qui ont été vouées à l'échec. Et là, il se radicalise dans cette affaire, j'allais dire, sans raison aucune, tout simplement, mais il sait qu'il n'aura pas gain de cause, tout simplement parce que, là encore, il y a l'Europe et l'Union européenne qui jouent le jeu tout simplement de la démocratisation et donc des exigences morales à la limite. Et ils ne peuvent pas un peu céder aux pressions de la Turquie. Et ils sont 30 membres à voter, hein, donc il n'y en a pas beaucoup qui ont déjà montré... Il y a 30 membres et la majorité des pays, pratiquement toute l'Union européenne est dans l'OTAN. Donc vous comprenez, il y a un double enjeu là. Il y a l'Union européenne et il y a l'OTAN et il y a l'Europe. Tout ça. Il y a trois faces qui font un même édifice et donc il ne peut pas, parce que c'est M. Erdogan a pardonnez-moi l'expression, des caprices peut-être, il veut absolument rapatrier tous ses opposants, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou même dans le monde arabe et tout, et il ne peut pas. Je ne crois pas que sa doléance soit acceptée. Très bien. Une réaction là-dessus, général, professeur aussi, Chauvency. Déjà, qui sont les pays qui ont le droit du veto à l'OTAN? Certainement pas la Turquie. Il n'y a pas de droit de veto. Non. C'est-à-dire qu'on doit avoir l'unanimité pour accepter un nouveau membre. Donc la Turquie, de fait, a un droit de veto, mais qui n'est pas prévu dans les textes, puisqu'il faut de l'unanimité. Donc il suffit qu'un État dise non, et effectivement, les États qui voudraient rentrer ne peuvent pas. Comme ce qui arrive d'ailleurs maintenant avec la Hongrie. Entre l'Union européenne, OTAN, pour inciter quand même la Turquie à faire preuve de modération. Et vous savez que la France et la Turquie ont quand même aussi quelques problèmes de voisinage. Voilà. Donc la Turquie, quand même, c'est vrai qu'on peut citer son action un petit peu ambiguë en permanence. Est-ce qu'on peut encore, mais ça n'engage que moi, appeler la Turquie une démocratie vu son fonctionnement vis-à-vis de ses opposants? Avec le PKK ou les mouvements kurdes, on voit bien ce qui se passe. Donc elle a trouvé un nouveau moyen de pression, finalement, pour essayer d'avoir des gains. Alors les gains recherchés, je ne les connais pas trop. Mais c'est effectivement, c'est comme au billard, c'est à plusieurs bandes. Mais la Turquie veut montrer qu'elle existe. Elle est un acteur important de l'OTAN par ses forces militaires, mais elle est aussi soumise d'une part quand même à des pressions européennes, comme ça a été dit il y a quelques instants du point de vue économique, mais aussi, n'oublions pas, des pressions américaines. L'armement américain est aussi largement
arrive aussi en Turquie, même s'il y a eu quelques soucis avec le F-35. Il y a des bases américaines. Et puis les États-Unis, effectivement, ont des capacités de pression importantes. Alors maintenant, il va falloir trouver le juste milieu. Et c'est vrai ce qui a été dit aussi il y a quelques instants, il va falloir un certain temps, bien entendu, même si on parle de procédures plus rapides, pour que la Finlande et la Suède soient dans l'OTAN. Mais il y aura une mesure transitoire que je ne connais pas la date d'aujourd'hui, où de toute façon, on va assurer d'une manière ou d'une autre, je pense, cette sécurité face à la Russie, sachant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dès lors qu'il y a plusieurs milliers de soldats britanniques qui sont déjà déployés en Finlande, on voit bien qu'il y a, même si c'est au nom de l'Union de la Grande-Bretagne que cela est fait, il y a cette présence européenne et de l'OTAN de facto en Finlande pour assurer la sécurité et y contribuer. Cette présence si la mer Baltique passe sous contrôle de l'OTAN, cela affaiblirait-il davantage la Russie qui est déjà embourbée dans une guerre dont elle ne voit pas la fin générale? Ah oui, tout à fait. Mais en fait, ce qu'a obtenu Poutine avec son agression de l'Ukraine, il a obtenu finalement, effectivement, la fin de la mort cérébrale de l'OTAN. On s'est réveillé. C'est la renaissance de l'OTAN, disons-le franchement, qui trouve un nouvel ennemi, qui voit une justification à son existence. N'oublions pas quand même, je ne sais pas si je l'ai dit, mais que l'OTAN est bien une alliance défensive et non pas une alliance agressive, donc bien pour protéger ses membres. Voilà ce qu'a obtenu Poutine aujourd'hui. Il ne voulait pas que l'Ukraine rejoigne l'OTAN, ce qui avait d'ailleurs été refusé notamment par la France et l'Allemagne en 2008, mais de fait, il vient de créer une plus grande entité à ses frontières, et effectivement, entre la Baltique qui va être contrôlée, le bloc continental otanien, et qui, pour moi, représente plutôt la réunion des démocraties occidentales face à un État autoritaire. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et bien, effectivement, Poutine vient de se créer un nouveau problème. Et là, je reviendrai peut-être en arrière sur ce qu'a dit M. Alaoui tout à l'heure. Aujourd'hui, apparemment, la Russie ne gagne pas dans le Donbass. Au contraire, elle avance très peu. L'armée russe avance peut-être de quelques kilomètres par jour, mais c'est poussif. Elle a un certain nombre de défaites sur le terrain, et que même dans le cas de l'Ukraine, il n'est pas certain que la Russie gagne quoi que ce soit, même si elle fera tout pour gagner les territoires. Mais nous allons vers un affrontement militaire très dur et très long. Et là, il y a un moment donné, on se posera la question de l'OTAN et de ses relations avec la Russie. Même si on fournit des équipements en Ukraine, peut-être que dans la durée, il peut y avoir un risque peut-être d'engrenage dont il faudra se méfier, surtout que les troupes ukrainiennes sont arrivées à la frontière russe depuis hier. Donc, des forces ukrainiennes à la frontière russe, c'est aussi un signe inquiétant. Inquiétant pour la Russie, n'est-ce pas? Pour nous aussi, parce que si l'Ukraine franchit la frontière en Russie, ça va entraîner obligatoirement du côté de Vladimir Poutine une réaction. Quelle peut être sa réaction? Elle ne va pas être forcément dans la sobriété. Donc, nul ne sait comment réagira Vladimir Poutine si une armée ukrainienne vraiment à ses frontières franchit cette frontière. N'oubliez pas qu'il y a 3 semaines, il y a eu des attaques non revendiquées sur cette partie de la Russie. Ni les Ukrainiens ni les Russes ne se sont trop avancés sur le sujet, mais les destructions ont eu lieu. Oui. Donc on est dans des signes annonciateurs quand même d'une dérive potentielle dont il faut se méfier. Alors, je vais poser la même question à mes 2 autres intervenants, Hassan Alaoui. Que peut réellement faire aujourd'hui le Kremlin face à ces prises de position historiques de ses voisins? Est-ce que la Russie peut être sur tous les fronts? Non. Pour le coup, figuré et propre pour le front. Tout à l'heure, le général Chauvency parlait de la présence britannique dans le Nord, ce qu'on appelait autrefois que c'était un théâtre, il ne me contredira pas, ça a été pendant la Deuxième Guerre un théâtre inouï, parce que la marine britannique, qui est l'une des plus fortes, sinon la plus forte du monde, était occupée, ce qu'on appelait à l'époque la mer du Nord, Caspaflo, il y avait des bases et tout ça, je crois que si je me trompe. Et donc là, on est en train pratiquement d'assister à ce phénomène qui est un retour dans cette mer, dans cette station qui a servi un petit peu à l'armée britannique et donc occidentale à l'époque pour faire pression sur l'Allemagne. Et c'est un enjeu qui devient aujourd'hui, on revient à la guerre froide, bien sûr, c'est là que ça va se jouer bientôt, n'est-ce pas? Et il faut faire attention. Et la Russie, évidemment, elle est acculée aujourd'hui. C'est presque déjà, pardonnez-moi l'expression, je ne devance rien, c'est presque déjà
une défaite avouée ou mi-avouée du Kremlin dans cette guerre de l'Ukraine, parce que là, c'est très fort. La résistance de l'armée ukrainienne, elle est si forte qu'elle, évidemment, elle emplit tout le monde d'espoir. Le fait que, et moi je vois un signe incroyable, que les soldats enfouis, si vous voulez, dans cette usine se soient rendus, n'est-ce pas, accompagnés de déclarations du président ukrainien qui a dit que nous ne voulons pas que nos héros meurent comme ça stupidement, nous avons besoin d'eux et tout. Et tout ça, ça s'arc-boute avec évidemment une contre-offensive à tous les niveaux, hein, un langage depuis la fête, je veux dire, du 9 mai, depuis le discours de Poutine, qui est plutôt un discours incompréhensible par rapport à ce qu'il avait dit dans le passé, une espèce de changement de temps et tout ça. Tout ça, moi, franchement, ça m'interroge et ça m'interpelle, ça me parle. Et donc, je pense qu'on va aller bientôt vers quelque chose qui serait peut-être une négociation, il faut le souhaiter. Auquel cas, s'il y a une négociation, il faut absolument organiser une conférence internationale au niveau de l'Organisation de sécurité européenne, un cessez-le-feu, évidemment, et ensuite, à partir de là, comme je disais tout à l'heure, parler concessions territoriales et tout. Et en parlant de concessions, voilà juste pour terminer, messieurs, sur cette première partie, en ce qui concerne l'adhésion de la Finlande et la Suède à cette alliance atlantique, Aziz Saïdi, un dernier mot, ou peut-être Général Chauvency, une question ouverte à vous tous, messieurs. Alors, si effectivement ces deux pays adhèrent, alors concession sera faite aussi par la Russie? Aziz Saïdi, je vous laisse, je vous laisse le soin de répondre à cette question. Bien sûr. Alors moi, je ne pense pas qu'il y ait de concessions envisageables de la part de la Russie, et c'est certainement pas à travers l'adhésion de la Finlande et de la Suède que cela viendra, mais c'est clair que ça changera la donne sur le terrain, et puis surtout, c'est clair que ça risque d'accroître les tensions dans ce conflit, et même de passer à un conflit majeur, puisque ne l'oublions pas, une Russie acculée est d'autant plus dangereuse, et il risque d'y avoir des affrontements quand même avec une puissance nucléaire. Maintenant, j'ai quand même, avant de clore ce sujet, j'ai quand même envie de parler d'un point sur l'identité de l'OTAN. Le général Chauvency, justement, disait qu'il était en mort cérébrale avant l'invasion russe en Ukraine. C'est vrai. Et que justement, ça lui donnait un coup de boost. Mais n'empêche qu'il faut quand même se poser la question sur la vocation de l'OTAN. Parce que la superposer avec l'Union européenne, et surtout, que ça soit justement une puissance défensive des démocraties occidentales, ça peut aussi avoir ses travers, parce que ça, dans un monde, maintenant il y a un monde de plus en plus polarisé, il y a plus de pôles, dans la Chine, la Russie et d'autres encore. Donc je pense qu'on doit clarifier la vocation de l'OTAN, et notamment, en cela, le cas de la Turquie est très important, puisque la Turquie fait partie de l'OTAN, mais elle le ressent, en tout cas, elle est dans une démarche un peu belliqueuse avec certains pays membres de l'OTAN aussi, comme vous l'avez dit, que ce soit avec la France. Et justement, elle joue un peu sur les deux tableaux. N'oublions pas, il y a quelques années, l'annonce qui avait un peu détonné, c'est de la Russie qui est membre de l'OTAN et qui demande à acheter le S-400 russe, ce qui n'est pas rien. Ça veut dire qu'elle joue sur un peu les deux tableaux. Donc, je pense que au-delà de ce qui est en train de se passer sur le conflit ukrainien, la vocation même de l'OTAN et cette avancée de l'OTAN vers l'Est, et surtout la vocation donc qu'elle aura dans les années prochaines, doit être discutée, via un moratoire, parce que justement il faut clarifier les choses pour ne pas verser dans une sorte pour ne pas créer des tranchées là où il n'y en a pas. Vous défendez un peu aussi une thèse qui a été soulevée pour cette question de refonte d'organisations internationales telles que l'OTAN, mais pas que, il y a aussi l'ONU où il y a dessus un grand point d'interrogation avec tout ce qui se passe dans le monde. Eh bien, cette question est plus que jamais d'actualité. L'autre fait d'actualité que nous traitons dans l'émission ce soir, c'est bien sûr le retrait du Mali de l'organisation G5 Sahel. Cela intervient
quelques semaines après la demande formelle du retrait des troupes françaises du Mali, bien sûr une demande qui a été formulée par le pouvoir en place à Bamako, général Chauvency. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui le pouvoir à Bamako est complètement tourné vers la Russie? Oui, tout à fait. C'est un constat. La France n'a pas recherché cela, mais il est certain que le pouvoir que je qualifierais de putschiste à Bamako pose aujourd'hui problème dans la gestion de la lutte, notamment contre les terroristes islamistes. Donc maintenant, tout État est souverain. Donc le Mali a fait un choix par ce coup d'État de se dissocier finalement de la communauté d'abord d'Afrique de l'Ouest, puisqu'elle est condamnée, de quitter le G5, qui avait pour objectif, d'une part, le développement, nous l'oublions pas, mais d'autre part, la lutte concertée contre les mouvements terroristes. Et enfin, il y a un rejet de la France. Donc oui, effectivement, la Russie et le Mali se sont rapprochés très nettement. Alors quel est l'objectif stratégique? C'est toujours la question qu'on peut se poser. Il est certain que dans le cas de la France, c'est pour la mettre en difficulté et lui faire quitter la région. Ce que nous avons commencé à faire de toute façon avec l'opération Barkhane qui se redéploie notamment vers le Niger. Mais il est certain que cette aggravation de la crise, au moins politique, entre le Mali et la France est assez grave et que ça aura des implications sur l'ensemble de l'Afrique francophone de l'Ouest. Puisque vous parlez de la situation entre la France et le Mali, alors le communiqué qui a été lu à la télévision d'État, sans vraiment donner de précision sur ce qui s'est réellement produit, je parle de cette tentative de coup d'État que le pouvoir en place aurait déjoué, et il pointe, bon, c'est il fait peut-être une allusion à peine voilée à un pays occidental, bon, Hassan Alaoui, ça peut être que la France, hein, que ce pouvoir en place pointe du doigt pour dénoncer un coup d'État manqué, enfin qu'il aurait déjoué. Bien entendu que c'est sûrement la France qui est visée, et un autre pays donc, qui est l'allié de la France qui s'appelle le Niger, ça c'est clair. Pourquoi? Parce que il a dit pays occidental, donc là le Niger déjà, je pense que... Mais vous allez voir, le Niger sera mis en cause aussi. Tout simplement parce que le seul pays qui a maintenant des forces là-bas en présence, c'est la France. Et évidemment, avec toute la série de reproches qu'on a fait à la France depuis plusieurs mois, ça n'arrête pas. C'est automatiquement, ça ne peut être que la France. Mais c'est facile, évidemment. C'est facile pour un pouvoir qui, là aussi, est en train d'échouer, n'est-ce pas, sur tous les plans, et qui en appelle à des forces mercenaires, qui sont donc les troupes de Wagner, et qui, on l'a vu récemment, a été pris la main dans le sac avec cette histoire de cadavres déterrés ou enterrés, n'est-ce pas? Et toute cette campagne un petit peu de fake news et d'accusations colportées contre Paris, tout ça, ça participe d'une ambiance qui, évidemment, complotiste jusqu'au bout des doigts. Mais le terrain était déjà prêt pour accueillir ces informations et il y a eu quand même, je veux dire, un refus populaire de la France. Parce que tout simplement, là aussi, c'est une question de démocratie. Le peuple ne peut pas s'exprimer maintenant. Il s'est exprimé dans les rues. Il s'est exprimé, mais il est maté. Je suis désolé, bien sûr, il est maté. Et on fait tout pour ramener pour attiser la haine anti-française. Ça, c'est clair. Je fais réagir Aziz Saïdi sur ce point, justement. Alors, est-ce qu'il y a eu appui déjà? Il y a un appui populaire à ce pouvoir en place à Bamako, d'autant plus qu'il y a aussi un refus de la présence française sur le sol malien. Tout à fait. Je pense que, même si ça s'est pas fait via les urnes, il y a un appui populaire pour la junte au pouvoir en ce moment à Bamako. On l'a vu encore vendredi dernier avec une marche monstre. Et justement, je pense que ça a trait à quelques erreurs stratégiques qu'a fait notamment la France et qui ont nourri, qui n'a pas réussi à gérer cette transition.
de sa relation avec certains pays, avec les pays de la région. Je pense que le sentiment anti-français va crescendo et que justement ces juntes militaires, que ce soit d'ailleurs au Mali, en Guinée ou encore au Burkina Faso, elles jouent sur ce sentiment populaire pour pouvoir avoir de la légitimité. Maintenant, il est évident que quand la junte malienne parle de pays occidental, elle vise la France. Quand elle parle de pays de la région qui aident ce pays occidental, je pense plutôt que c'est le Tchad et non pas le Niger. Pourquoi? Justement parce que ils les ont. Enfin, il y a certains en off. Il y a beaucoup de responsables maliens qui ont pointé du doigt aussi le Tchad dans la tentative de ce qu'ils appellent la tentative de coup d'État du 11 au 12 mai. Donc je pense, enfin en tout cas, donc pour revenir au sentiment anti-français, il est là et il est la résultante, je pense, d'erreurs qui ont été commises. Et surtout qu'on n'a pas compris les aspirations de la jeunesse de la région et on a laissé ce sentiment anti-français se développer, ce qui n'est pas bon et ce qui n'est pas bon aussi. Enfin, je ne valide pas, bien évidemment, les velléités belliqueuses de la junte militaire, mais en tout cas, je dis que pour l'instant, la rue est avec eux. Et je pense que ce scénario où le Mali s'isole de plus en plus est problématique pour la sécurité de la région, mais aussi pour le Mali. Parce que là, le Mali est sorti du G5 et même de la force conjointe, et on risque de voir le Mali sortir aussi de l'UMOA, de la CEDEAO, ce qui va indéniablement affaiblir ces organisations régionales et influer sur le cours des choses. Est-ce que ces organisations régionales, bon, le Bamako accuse ce G5 Sahel dont il voulait prendre la présidence, qui a été refusée par les autres membres, le Tchad, la Mauritanie, le Niger et le Burkina. Mais c'est pas qu'il ne voulait. C'est pas qu'il voulait, c'est qu'en fait, oui, c'est une présidence tournante. Et normalement, elle devait le réchoir en février dernier. C'est ça. Mais vu qu'il y a eu ce coup d'État, les autres pays de la région ont dit que, on pouvait pas donner la présidence de la force conjointe à une junte. Alors, on accuse le G5 Sahel d'être instrumentalisé. Ça, c'est les accusations de Bamako. Par qui? Pourquoi? Sachant qu'il en faisait partie. Enfin... Par la France, voyons. Clairement. En fait, attendez, Aziz Saïdi, oui, Hassan Alaoui. Il y a autre chose. L'accusation concerne la France, n'est-ce pas? C'est un doigt pointé. Mais il faut souligner, comme a dit Sia Aziz, que la CEDEAO, quand même, a pratiquement gelé ses relations avec le Mali. Oui. Et elle a demandé un retour à la normale démocratique. Et le président du Mali a proposé quelque chose comme 9 mois, peut-être, 39 mois. Et donc, ça n'a pas du tout plu au pays riverain, et encore moins à la France, bien entendu, qui elle, se voit éjectée, comme il dit, mon ami, qui est éjectée de partout. Et donc, c'est ça, aujourd'hui, l'enjeu. Bien sûr, moi, je veux bien croire que le peuple malien suive, mais est-ce qu'il y a eu un processus démocratique pour interroger le peuple et tout? On sait comment ça se passe quand on ramasse un petit peu les populations et on leur dit voilà ce qu'il faut faire, voici contre qui il faut voter, contre qui il faut agir, etc. etc. Tout ça, c'est évidemment de l'embrouillamini. C'est une situation qui est intenable. Mais ce qui m'inquiète, moi, c'est ce qui va se passer au niveau du Sahel et du Sahara. Alors, quel impact, justement, sur la sécurité dans la région? Dans la région, c'est ça qui m'intéresse. C'est que c'est une montée en puissance, si vous voulez, de tous ces dangers du djihadisme. Parce que dans tout ça, le gagnant, c'est le djihadisme. Ce n'est ni la junte, ni le Niger, ni le Tchad, ni rien d'autre. C'est les djihadistes qui sont planqués et qui sont prêts. Et notamment les djihadistes, je veux dire Daesh, qui s'est transposé du Moyen-Orient aujourd'hui, qui s'installe, n'est-ce pas, qui installe ses ergots dans la région du Sahel et qui approche vers le Sahara. Et tout ça, ça menace un petit peu la région. Et c'est ça l'enjeu qu'il faut voir. Très bien. Il ne faut pas que ça soit franco-français ou franco-tchadien ou franco-malien. Voilà. Comment pourrait se réorganiser justement une stratégie pour assurer la sécurité dans cette région après... 1, le retrait de la France du Mali. 2, est-ce qu'on peut encore parler de G5 Sahel? Est-ce qu'il y a une réorganisation aussi de cette lutte antiterroriste? Comment prévoyez-vous que les choses évoluent? Général Chauvency.
Oui, je vais peut-être aussi réagir à ce qui a été dit depuis quelques instants, parce que bon, la France est un peu concernée, et peut-être que je peux parler un peu au nom de la France, en toute Mais modestie. donc, à juste titre, oui. Voilà, donc je vais y aller quand même. Mais bon, d'abord, il est certain que la France a une position assez difficile dans son ancienne zone coloniale, il faut le dire, car on nous attribue tous les maux. Enfin bon, on fournit beaucoup d'aide au développement, ce qui ne compense pas finalement l'appréciation du peuple, mais déjà, il faut bien considérer qu'on a des principes, et notamment, il a été très clairement dit par le gouvernement du président Macron qu'on ne reconnaissait pas les putschistes, quels qu'ils soient, en Afrique. Ce n'est pas nous non plus qui faisons les coups d'État pour remplacer ceux qui ne nous plaisent pas par d'autres. Oui, ça s'est fait dans le passé, mais maintenant ça fait plus de 40 ans. Nous avons des principes à nouveau. Quand le peuple élit un gouvernement localement dans un pays, on le respecte. Et si cet État ne veut plus de nous, eh ben, on s'en va. On n'impose pas notre volonté. Maintenant, pour revenir à toutes ces accusations par la junte malienne, on a quand même des caractéristiques, même le coup d'État qui vient d'être annoncé, des caractéristiques qui ressemblent à tous les moyens qu'utilise un État non légitime, non légal, pour justifier sa présence à la tête de l'État et des décisions notamment de rester longtemps au pouvoir. Ce n'est pas nouveau qu'on crée des complots. Je dis bien qu'on crée des complots, je ne sais pas si c'est vrai. Mais bon, très honnêtement, que ce soit le Niger, le Tchad ou la France, mais vraiment, comment peut-on imaginer qu'on organise un coup d'État pour renverser une junte aujourd'hui au Mali? Ça n'a pas beaucoup de sens. Voilà. Maintenant, il est certain que pour revenir au G5, le fait que le Mali se retire du G5 va poser un réel problème de sécurité régionale pour lutter contre les djihadistes. Il faut prendre acte. Et ça veut dire que pour moi, effectivement, à titre personnel, je pense que le G5 est mort dans sa configuration actuelle et je vois mal ce qui peut le remplacer vraiment. Et puis je vous rajoute un dernier point, peut-être sur lequel je n'ai pas insisté. Je crois que ce que la population locale malienne a reproché à la France, en grande partie, c'est le fait qu'on n'ait pas été assez dur vis-à-vis du combat contre l'insécurité. Et qu'en fait, tous les échecs, notamment maliens, qui soient au titre de l'armée malienne, sinon de la police ou de la gendarmerie malienne, ont été attribués à la France, car on applique un certain nombre de principes quand on fait la guerre, et on a toujours mesuré notre force. Et ce que nous avons fait n'a pas été suffisamment visible auprès de l'opinion publique malienne, qui souffrait l'insécurité, mais qui n'était pas à la cause de la France. L'insécurité venait certes des djihadistes, mais aussi de l'incurie du gouvernement malien. Quand on forme des milliers de soldats maliens pour se battre contre les djihadistes et qui se font battre régulièrement, il y a un problème. Mais après, il faut voir aussi, assurer la sécurité. Il faut voir aussi de quoi sont munis ces soldats maliens. De quoi sont, pardon, excusez-moi, les munitions, de quoi sont-ils vraiment munis, ces soldats maliens, pour pouvoir faire face à cette menace terroriste? Et vous avez vu les images, vous connaissez le dossier même peut-être mieux que moi. On a vu les images des entraînements des forces maliennes. Elles n'iront certainement pas très loin avec les moyens dont ils disposent. Oui, mais ce n'est pas la faute de la France s'ils n'ont pas les moyens. Je me permettrais de dire que les moyens ont été donnés au gouvernement malien. Oui, si absolument. Mais là, la question qui se pose est vraiment pour terminer, messieurs, puisqu'on parle de refonte d'organisation, aujourd'hui, même avant le retrait du Mali de ce G5 Sahel, si on devait faire un bilan des opérations, il y a un échec. Parce que non seulement les groupes terroristes n'ont pas pu être contenus grâce à ces forces-là, mais en plus, cela se métastase vers le reste de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Donc un dernier mot là-dessus, Général Chauvency, comment appréhender l'avenir sur la base de l'expérience échouée, disons-le, du G5 Sahel? Non, on ne peut pas se battre ou essayer d'imposer notre volonté à des États qui ne veulent pas suivre un certain nombre de lignes de conduite. Oui, bien sûr. Je crois que la position d'une démocratie comme la position de la France comme démocratie et qui ne veut pas s'ériger en donneur de leçons ni en puissance militaire anciennement colonisatrice, si le Mali veut assurer sa propre sécurité, qu'il l'assure. Maintenant, la question va se poser au niveau de la sous-région. Et là, effectivement, il y a un problème. Mais je dirais qu'on arrive peut-être à une réalité. Est-ce que ce n'est pas aux Africains d'assurer leur propre sécurité? Bien sûr. La question ne se pose même plus. Maintenant, il y a un constat africain que les Africains devraient assurer leur propre sécurité. C'est un constat qui revient un peu partout en Afrique. Vous avez l'Union africaine,
l'Union africaine, la CEDEAO à une époque. Je crois qu'il y a aussi des rapprochements avec le Nigeria, dans le cas, on a eu ça dans le passé. Bon, je dirais aux Africains la sécurité, qu'ils l'assurent eux-mêmes, ça fait partie de la responsabilité d'un État. Et puis finalement, les Français vont aller ailleurs. Sauf que si je puis me permettre, c'est que la menace ne concerne pas que l'Afrique, mais elle peut passer outre la Méditerranée. Je vais donner... Je me permets de vous interrompre. Les djihadistes d'aujourd'hui ne viennent ni du Mali, ni du Burkina, ni ceux qui sont en France ne viennent pas de ces régions-là. Ce ne sont pas les djihadistes qui menacent. Ça, il ne faut pas l'oublier. Pas notre sujet. En tout cas, Aziz Saïdi, un dernier mot sur la réorganisation, n'est-ce pas, de la lutte antiterroriste dans la région, dans cette région du Sahel. Oui, moi j'aimerais juste, si vous le permettez, rappeler que quand même la France est intervenue au Mali parce qu'elle y a été invitée par le président ATT et que quand les troupes françaises sont arrivées, elles étaient applaudies et leur aide était appréciée. Maintenant, justement, les Maliens ont estimé que le travail n'a pas été bien fait, que justement l'insécurité, alors est-ce qu'on peut l'imputer à l'incompétence ou au fait qu'il ne soit pas, l'incompétence des dirigeants maliens ou au fait qu'il n'ait pas assez de moyens, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, il y a deux choses à scinder. D'abord, la relation avec la France. Je pense que maintenant, on le voit dans la région, ce sentiment anti-français, il s'est exacerbé. Il faut absolument sortir de cette logique de surenchère. Le président Macron, au début de son premier mandat, avait lancé le Conseil présidentiel pour l'Afrique. Malheureusement, pendant ces 5 ans, il n'y a pas eu d'avancée, il n'y a pas eu de réalisation majeure. J'espère que dans le mandat qui s'ouvre, on va vraiment faire en sorte que la France change de paradigme pour essayer de parler à ces pays d'égal à égal, en respectant les aspirations de la jeunesse africaine pour la sécurité dans le Sahel. Ça, c'est une question qui est d'ordre régional, mais aussi mondial, parce qu'il nous faut, l'expérience nous l'a montré ailleurs, et notamment au Moyen-Orient, il ne faut jamais laisser s'installer un foyer terroriste quelque part, parce que ça déteint forcément sur toute la région. Maintenant, comment faire? On s'est rendu compte que cette expérience du G5 Sahel a été un échec, et notamment par manque de moyens. Parmi les seules réalisations, c'est le collège militaire qui a été fait à Nouakchott, mais je pense que les organisations régionales, et notamment la CEDEAO, devraient, je suis un démocrate convaincu, c'est clair que je ne soutiens pas les coups d'État, je ne suis pas pour que des juntes militaires prennent le pouvoir partout, mais par contre, il y a un fait établi et il faut tout faire pour qu'on ne perde pas les liens qui restent avec le Mali, avec le Burkina et avec la Guinée pour pouvoir discuter, faire une transition pour revenir à un modus démocratique régulier et pour justement essayer de trouver une solution, une organisation idoine pour arrêter la plaie et ne pas laisser s'installer un foyer terroriste dans la région du Sahel. Merci beaucoup Aziz Saïdi, merci Hassan Alaoui, merci Général François Chauvency, merci d'avoir enrichi cette conversation très dynamique et très animée aujourd'hui. Merci à tous pour votre fidélité, très bonne soirée.